Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, à Sainte-Luce, un sommet sur les abattoirs régionaux se penche sur la faisabilité d'abattoirs mobiles. À Saint-Raymond, les médias d'information de la région de Portneuf jettent les bases d'une agence de presse régionale. À Val-Briand, le projet d'agrandissement du camping soulève plusieurs questions. À Plessisville, on visite l'Express, la maison des jeunes qui vient d'inaugurer l'agrandissement de son bistrot L'Expresso. La magnifique église de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles est au cœur d'un ambitieux projet touristique pour le bénéfice de la région du Bas-Saint-Laurent. Aux éboulements, le sculpteur charlevoisien Jean-François Lettre prépare une exposition pour le Musée des métiers d'art du Québec. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Sainte-Luce, où se tenait un forum régional sur les abattoirs, notamment les abattoirs mobiles. Un reportage de Marc Després de la télévision communautaire de la Métis. Eh bien, M. Gosselin, donc aujourd'hui à ce forum, vous avez révélé les résultats d'une étude concernant l'abattage mobile. Donc à ce moment-là, pour les gens à la maison, comment s'est effectuée cette étude-là? Dans le fond, on voulait essayer de comprendre dans une solution extrême d'abattage, donc se déplacer sur la route pour pouvoir abattre les animaux le plus proche possible de la ferme. Est-ce que c'était réalisable sur le plan technique avec la réglementation qui existe présentement au MAPAC? Et est-ce que c'était rentable financièrement de penser un projet comme ça? Et est-ce que les résultats sont positifs? Non, au niveau de la faisabilité, c'est très positif. Donc, les plans qu'on a fait concevoir sont viables. On est capable de faire construire des unités mobiles qui se déplacent sur le terrain, soit dans des points de ralliement ou directement à la ferme, à la limite. Mais financièrement parlant, peu importe le scénario qu'on utilise, on ne peut pas arriver à couvrir les frais de telles installations. Donc, ça prendrait, outre ceux et celles qui y participent, une aide supérieure, quoi. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, il y aurait un prix d'abattage qui serait, mettons, compétitif avec les abattoirs fixes. Mais effectivement, il faudrait des injections de fonds publics ou privés de mécènes qui supporteraient le modèle d'affaires. Est-ce que l'étude a exploré ce champ à ce moment-là, savoir s'il y a des instances qui sont prêtes à investir? Non, on a signifié le message, on a distribué le message sur le terrain, mais on n'a pas personne qui a levé la main pour dire « nous, on est prêts ». Parce qu'avoir de l'aide financière pour développer un nouveau projet, c'est facile. Pour faire perdurer une initiative sur le terrain, c'est quasiment impossible à long terme. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on entend faire avec l'étude éventuellement? Bien, l'étude démontre qu'il y a un besoin qui s'est exprimé. Par cette étude-là, on a un besoin de structures d'abattage complémentaires à celles qui existent. Parce que, exemple, au Bas-Saint-Laurent, on a un seul abattoir qui n'abat pas de volaille. Donc, on est capable de couvrir le bovin, le vin sans aucun problème. Donc, on sait qu'il faut créer des opportunités d'affaires pour les producteurs sur le terrain pour la volaille, dans des infrastructures fixes, par contre. Et lorsque l'on dit mobile, donc, si ça se réalise un jour, donc on se rendrait directement chez le producteur? Oui, on pourrait se rendre dans des cas spécifiques chez le producteur, mais on s'est aperçu dans l'étude qu'idéalement, il faudrait avoir des points de ralliement. Donc, on devrait transporter des animaux sur de plus courtes distances. Donc, pour le bien-être animal, c'est un avantage, mais il faudrait les rassembler dans des parcs quand même pour avoir des journées productives. Parce que le temps de démonter les installations, puis de les monter le matin, puis de nettoyer tout ça, c'est trop long pour faire de l'abattage sur chacune des entreprises qui en ont besoin. Donc, ça veut dire que si à court terme, donc ça demeure de se rendre chez un abattoir qui peut accueillir
la volaille des producteurs. Effectivement. Au niveau de la volaille, les gens présentement n'ont pas le choix d'aller à Saint-Henri-de-Lévis chez l'abattoir Pouliot. Donc, c'est pour ça que ça fait très peu de volailles au Bas-Saint-Laurent parce que le parcours est beaucoup trop long pour le bien-être animal. Les oiseaux supporteraient très mal le transport. Et pour le reste des animaux, dans le fond, le bovin, ovin, la chèvre, le porc, il n'y a pas de problème. L'abattoir Adèle dessert très bien ses clients. De toute façon, ils ont de l'espace pour abattre. Donc, est-ce qu'on est en train de dire à Adèle que l'on pourrait développer un nouveau produit éventuellement ou un nouveau service? Bien, ça serait ça. Idéalement, pourquoi créer une nouvelle structure gérée par un organisme différent quand on a déjà le groupe ADL qui pourrait dire, bien, nous, on va développer une expertise dans la volaille, on va créer une opportunité d'affaires dans la volaille, puis on va la gérer. Comme ça, on a déjà des gens de très compétents sur le terrain qui pourraient diversifier leur offre d'abattage en volaille et systématiquement, si on crée cette offre-là d'abattage, on va avoir des nouvelles entreprises qui vont naître et il y en a des entreprises existantes qui vont vouloir produire de la volaille pour le faire abattre au Bas-Saint-Laurent. Et l'idée de faire une telle étude, c'est devenu des producteurs? C'est arrivé comment? C'est arrivé tout de suite. Dans le fond, lorsque les anciens propriétaires de l'abattoir Adèle cherchaient l'abattoir de Luseville dans le temps, cherchaient un repreneur. Les producteurs s'étaient rassemblés autour de la table pour dire est-ce que les producteurs pourraient acheter cet abattoir-là? Fait que l'idée avait été lancée, mais il s'est présenté un groupe d'investisseurs qui venaient de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent puis on dit hey, nous autres, on est prêts à tenter l'expérience. Fait qu'on a laissé, les producteurs se sont dit bien, gars, achetez-la l'abattoir, exploitez-la. Nous, dans le fond, on va vous fournir les animaux, puis allez-y, go, mais l'idée était venue de dire est-ce qu'on a besoin d'infrastructures supplémentaires dans certaines circonstances? Et à ce moment-là, donc à partir d'aujourd'hui, avec cette étude entre les mains, qu'est-ce qui arrive? Bien, dans le fond, c'est qu'on va marteler le message que dans les faits, on a besoin de diversifier l'offre. On veut de la volaille sur le territoire. On veut que tout le poulet à griller émerge sur le Bas-Saint-Laurent, puis qu'on veut de l'aide. On veut des investisseurs, on veut de l'aide publique pour dire créons un système d'abattage vraiment fonctionnel sur le territoire. C'est ça qu'on veut dans des délais les plus courts possibles et pas attendre 5-10 ans, il va être trop tard. C'est là qu'on a le momentum, il faut le faire maintenant. Donc, le potentiel est maintenant identifié, c'est de passer à l'action. Exactement. On passe à l'action. La journée, c'était pour ça, avoir de la visibilité, motiver les producteurs, se parler entre nous autres, puis après ça, on fonce. Et pour vous, bon, quand même 90 personnes présentes. Il y en avait aussi beaucoup par Internet ce matin, donc c'est encourageant. C'est encourageant parce que même sur le web, les participants, ils venaient de d'autres régions. Les autres régions veulent s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, ils ont dit, bien, vous avez déjà investi des ressources financières pour une étude, montrez-nous des idées, partagez votre savoir, puis nous autres, on va retourner dans nos régions, puis on va en faire nous autres aussi, parce qu'il n'y a pas juste le Bas-Saint-Laurent qui a besoin d'infrastructures. Beaucoup de régions n'ont plus d'abattoirs sur leur terrain. Donc, il faut agir maintenant. Il faut agir à travers le Québec, puis il faut que, dans le fond, l'opinion publique, le consommateur exige d'avoir des systèmes pour de l'autonomie alimentaire et surtout pour le bien-être animal. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais maintenant rejoindre Danick Julien de CJSR à Saint-Raymond-de-Portneuf pour faire le tour des actualités dans sa région. Danick, bonjour. Bonjour. Danick, tout d'abord, j'aimerais que vous me parliez d'une hausse de taxes assez spectaculaire là, à Saint-Léonard-de-Portneuf, qui est un des petits villages dans votre région. Exactement, Saint-Léonard-de-Portneuf, qui était à peu près 8 km de Saint-Raymond. Oui. Et oui, c'est une des plus petites municipalités de Portneuf. Une augmentation de taxes de 59 qui a eu lieu cette année. Et évidemment, ça a causé beaucoup de grogne auprès de la population là-bas. On s'en doute, oui. Pourquoi 59 %? C'est assez simple. C'est qu'il y a des travaux qui sont prévus pour le réservoir d'eau de la municipalité. Cependant, l'administration municipale de Saint-Léonard n'a pas été en mesure de faire les démarches avec les divers programmes comme le Primo, par exemple, pour soulager un peu la facture aux citoyens. Donc, c'est l'entièreté des travaux qui seront chargés aux citoyens. Et là, quand on regarde 59 % de taxes, c'est assez énorme, là. Il y a des citoyens que ça, juste à cause de ça, on monte de 1000, 1200, 1300 $. Le compte de taxes. Exactement. Et l'année passée, ça avait quand même été 23 % aussi d'augmentation. Donc, en 2 ans, on approche quand même là, pratiquement des 100 %. Donc, évidemment, il y a eu de la grogne et
ce lundi, il y avait à Saint-Léonard de Portneuf un conseil municipal. OK. Un de nos journalistes était sur les lieux et une chose est claire, c'est qu'on demande une fusion. Donc, il y a beaucoup de citoyens qui voudraient une fusion avec Saint-Raymond de Portneuf. Et faut même dire... Pourquoi on fait cette demande? Pouvez-vous nous spécifier pourquoi on pense que la fusion est une solution à une hausse de taxes? Eh bien, le grand point des citoyens, là, il semblerait que c'est au niveau de l'administration, c'est les ressources de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf sont insuffisantes pour être capable de gérer les changements qui doivent être apportés autant dans les infrastructures d'eau. Donc, on aimerait ça pouvoir justement se jumeler avec Saint-Raymond de Portneuf qui a plus de ressources, étant donné qu'il y a plus d'habitants. On approche des 11 000 à Saint-Raymond. Oui, Ça a avancé dans le dossier, c'est pas juste des pourparlers parce qu'il y a eu évidemment en fait une demande qui a été faite au MAMACH, au ministère de l'Affaires municipales. Oui, exactement, des affaires municipales, une demande qui a été faite pour cette dite fusion-là, mais l'élément déclencheur, même si c'est pas la première fois qu'on en parle à Saint-Léonard, l'élément déclencheur est arrivé au moment de cette hausse de taxes en raison du réservoir d'eau. Donc, essayer de diviser les dépenses par un plus grand nombre de contribuables là, permet aux municipalités de se garder à jour dans les travaux d'importance des infrastructures. Exactement. Puis une chose que j'aimerais rajouter, c'est que récemment, il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures d'eau dans Portneuf. Le député de Portneuf, Vincent Caron, en a parlé. Cependant, il n'y en avait pas pour Saint-Léonard parce qu'évidemment, il n'y avait pas eu de demande. Et une chose que le député a déploré, c'est que justement, les plus petites municipalités, parfois, n'ont pas les ressources, n'ont pas justement la main-d'œuvre pour faire ces demandes-là qui sont extrêmement importantes. Donc, a demandé de se regrouper là, pour être capable de faire face là, à des dossiers de plus en plus complexes. Exactement. Ici, c'est pas nécessairement la fusion, ça serait peut-être avec la MRC qui pourrait y avoir justement de l'aide pour tous ces travaux-là qui sont importants. Par ailleurs, on apprend que la municipalité de Saint-Basile va enfin se doter d'une caserne de pompiers digne de ce nom. Exactement. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé de Saint-Basile pour son garage municipal. Parce qu'en fait, pour Saint-Basile, c'était deux dossiers qui étaient importants. Le garage municipal devait être refait pour ensuite pouvoir faire la caserne. Parce qu'en ce moment, si vous allez à Saint-Basile, la caserne n'est plus là. Elle est en train d'être refaite. Et les activités, évidemment, on ne peut pas mettre ça sur pause pendant plus d'un an. Donc, de cette façon-là, les activités sont faites à partir du garage municipal. Donc, on l'a refait en automne 2023, le garage municipal, on l'a agrandi. Maintenant, les pompiers sont temporairement là-bas et peuvent justement là, faire leurs activités parce que on double justement là, la superficie de l'hôtel de ville de Saint-Basile avec le garage municipal. C'était beaucoup trop étroit là, auparavant. Par ailleurs, au point de vue régional, on annonce plusieurs centaines de nouvelles places en garderie subventionnées. On parle même plus de 340 nouvelles places en garderie pour la région de Portneuf. Pouvez-vous nous expliquer? Exactement, 344 places pour... Précisément, oui. Exactement, pour Portneuf. Et bon, ça s'est fait avec plusieurs façons. Il y a eu des conversions de garderies privées qui existaient déjà. On les a converties en CPE. Oui. Prendre un exemple, à Donnacona, on a la garderie des Doulipous qui était de 73 places, donc 15 poupons, qui a été converti. Il y a également eu des implantations assez importantes et là-dedans, on peut prendre encore un exemple du côté de Donnacona dans la garderie dans l'univers de Cajot, qui est une implantation, c'est 100 places juste pour ça, juste pour cet établissement-là de plus en CPE, donc en milieu subventionné. 30 places pour Poupon. Il y a également à Pont-Rouge la garderie Les Matelots, qui est une implantation également. C'est une garderie de 100 places et celle-là est assez intéressante aussi parce que la garderie des Matelots, il y en a une, en fait, le propriétaire en a une à Saint-Raymond. On a fait une deuxième à Pont-Rouge. Celle de Saint-Raymond n'est pas encore qualifiée comme CPE. Par contre, on est en train de faire des travaux pour le faire. Ouais. Mais celle de Pont-Rouge, c'est le cas. Et bon, avec toute cette addition-là, des agrandissements, on en est arrivé là, à ces 344 places. Danick, on vous écoute. Là. Est-ce qu'on doit parler d'une éclosion de bébés, d'une revanche des berceaux dans Portneuf, ou est-ce que c'était des places qui étaient vraiment manquantes dans le réseau depuis longtemps?
C'était extrêmement manquant, les places de garderie en milieu subventionné ici. Donc, c'est pas qu'il y a eu un boom de bébés. Par contre, il fallait répondre à la demande. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a des efforts. Et c'est pas la première fois. L'année passée, il y avait justement un projet pilote assez intéressant dans la municipalité de Saint-Léonard, dont on a parlé tantôt. On a transformé une partie de l'église en garderie. Parce qu'on a besoin de milieux de garde dans Port-Neuf, c'est très important. Vous avez également une bonne nouvelle en ce qui concerne le Parc national régional de Port-Neuf. Donnez-moi cette bonne nouvelle. Exactement. Pour le parc régional naturel de Port-Neuf, il y a eu un appui de 141 000 $ pour améliorer ce parc-là. Ça a été fait par le ministre du Tourisme. Là, je regarde mes notes pour ne pas vous dire n'importe quoi, mais également... Mais Danick, là, juste pour se placer, ça, c'est un parc qui est à Saint-Alban. Puis, principalement, ce qu'on y pratique comme activité, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de randonnées pédestres. Là. On parle de, je pense, plus de 70 km de randonnées pédestres dans le parc de Saint-Alban. Il y a également des endroits où on peut louer, donc des petits chalets locatifs qui sont là. Et cet investissement-là, il y a une des accueils qui devait être refait pour le parc naturel régional de Port-Neuf et on va pouvoir le faire grâce à ce montant-là. Évidemment, il y a d'autres choses. On veut faire, comme je le disais, d'autres petits chalets, d'autres petites d'autres aménagements. Exactement. Mais ça, c'est un parc qui est assez récent, a seulement 10 ans de vie dans Port-Neuf et est en train de devenir de plus en plus imposant avec justement une très bonne fréquentation. La fréquentation depuis 2019 a je pense doublé, si je ne me trompe pas. Là, c'est assez incroyable. Alors, avis aux randonneurs du Québec, là, le parc de Saint-Alban, à mettre à votre liste de parcs à parcourir. En terminant, dans Port-Neuf, plusieurs médias locaux, des médias régionaux, comme un peu partout au Québec, ces médias vivent des difficultés. Et puis, chez vous, dans Port-Neuf, on s'est réunis, les différents médias de la région, puis on envisage de travailler ensemble. On parle même éventuellement là, d'une agence de presse régionale. Pouvez-vous nous donner le topo là-dessus? Évidemment, il y a eu un colloque il y a 2 semaines dans Port-Neuf qui était fait de l'initiative d'un ancien journaliste de CJSR, Michel Beausoleil, qui voulait justement qu'on ait des idées pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la communication dans Port-Neuf. Et là-dedans, comme vous l'avez dit, il y a eu l'idée d'une agence de presse. Charles Laviolette nous a fait un reportage là-dessus. Et je pense qu'en terminant, là, on va pouvoir l'écouter. Oui, on va écouter le reportage de Charles Laviolette et moi, Danick Julien. Je vous remercie pour cet intéressant portrait de ce qui se passe par chez vous dans Port-Neuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec la baisse des revenus publicitaires et la compétition de plusieurs joueurs majeurs comme Google et Facebook, le monde des médias régionaux vit une crise. Dans Port-Neuf, le courrier de Port-Neuf a cessé sa distribution dans les Publisac et est désormais seulement disponible en présentoir. Il faut aussi mentionner Info Port-Neuf ainsi que le Martinet de Saint-Raymond qui ont cessé leurs activités en 2022, faute de revenus publicitaires et d'un appui suffisant du milieu. La région de Port-Neuf reste couverte par plusieurs médias, un hebdomadaire, 2 télévisions régionales et une radio. Et c'est pour consolider les canaux d'information existants qu'avait lieu le 25 mars à Saint-Raymond un colloque sur la circulation de l'information dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. Il s'est conclu en jetant les bases d'une agence de presse régionale. Le député de Port-Neuf, Vincent Caron, était présent pour appuyer la démarche. Clic TV Port-Neuf, Alcoa, la Promutuelle des bâtisseurs, la Chambre de commerce de Saint-Raymond, la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, la Chambre de commerce de l'Ouest de Port-Neuf et CJSR TV Port-Neuf avaient tous envoyé des représentants. En avant-midi, 5 panélistes ont pris la parole pour discuter du sujet de l'information régionale. Il s'agit de Valérie Gaudreault, journaliste et chroniqueuse au Journal Le Soleil, Philippe Dubois, professeur de communication publique à l'ENA, Michel Cloutier, copropriétaire et animateur de la radio Choc FM, Geneviève Fauché, responsable des communications à la ville de Saint-Raymond, et Aubert Tremblay, journaliste et ancien directeur de la station CJSR. Le principal instigateur du colloque sur la circulation de l'information dans Port-Neuf-Jacques-Cartier, Michel Beausoleil, journaliste avec 40 ans d'expérience, nous explique l'origine de la démarche.
Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, effectivement, c'est de réunir le plus de gens possible impliqués dans le milieu des communications dans Port-Neuf et dans la Jacques-Cartier pour être capable de prendre conscience, probablement, de la problématique ou des différentes problématiques et être capable de trouver des solutions concrètes. Je trouve aujourd'hui, justement, qu'il y a une crise importante au niveau des médias. Il y a de moins en moins de journalistes professionnels dans le milieu rural. Et pour moi, c'est comme un élément important dans la démocratie. Le financement n'est plus là pour être capable de payer les journalistes. Fait qu'on se retrouve justement avec beaucoup de désinformation, où on se retrouve avec de la nouvelle qui n'est pas complète. On se retrouve avec du spectacle parce que les médias veulent de plus en plus, justement, être capables d'attirer l'attention. Mais le journaliste, il n'est pas là pour attirer l'attention, il est là pour informer. C'est un peu comme le médecin. Lui, il est là pour soigner. Le journaliste est là pour informer. Ce n'est pas un spectacle, là, effectivement. Alors, il faut être capable de différencier ça. Puis le journalisme, justement, c'est, selon moi, pour être en mesure de pratiquer son métier comme du monde, d'une bonne façon, il faut être indépendant. L'après-midi du colloque sur la circulation de l'information a été consacré à des tables rondes. 8 personnes ont discuté de façon de maintenir une information de qualité dans la région. Moi, ce que je propose, c'est une agence de presse composée de journalistes indépendants et financée par un fonds public et privé. Le fonds public et privé peut provenir des médias, de la population, des gouvernements, des municipalités, peu importe, des assureurs ou des gens qui souhaitent maintenir du journalisme de qualité dans nos régions, en fait. Suite au colloque, il restera à fédérer les ressources d'information de la région et à concrétiser des moyens financiers. Katia Desgranges, directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, a mentionné qu'elle allait relayer les conclusions du colloque et faire entendre la voix des médias régionaux à la Fédération des chambres de commerce du Québec. De son côté, Michel Beausoleil entrevoit comment cette agence de presse en devenir pourrait alimenter en contenu les médias locaux, une structure qui maintiendrait une information neutre et de qualité. Le journaliste, lui, c'est un fabricant de nouvelles, il fabrique la nouvelle, et le média devient le distributeur. Que ce soit la radio, la télévision ou le journal, c'est qu'il distribue en fait la nouvelle qui a été traitée par le journaliste professionnel. Et moi, je pense que l'avenir du journalisme, aussi en milieu rural, appartient à ceux et celles, journalistes, qui sont capables d'écrire, de parler et de pouvoir faire de la télévision aussi en même temps. Je pense que les multiplateformes devient intéressant, puis un défi aussi à relever pour les journalistes. L'agence de presse, en fait, c'est un fabricant de nouvelles. Lui, il va fabriquer des nouvelles, ça peut être des manchettes, ça peut être tout ça, mais le média, par exemple, la télévision ou la radio, pour approfondir, l'animateur peut le faire, le chroniqueur peut le faire, tu peux avoir l'influenceur, de tous les autres, en fait, travailleurs de l'information qui vont pouvoir donner de la couleur, chacun dans son média. Et le journaliste, lui, il donne les faits, that's it. Tu as vraiment une confusion des genres, les influenceurs, les chroniqueurs même, mais aussi ce sont des opinions. Tu émets ton opinion. Normalement, ce n'est pas un travail journalistique d'émettre ton opinion. Le journaliste, c'est vraiment une démarche. Tu sais, je vérifie, et je m'engage à essayer de me rapprocher de la vérité de plus en plus. Marc Baudouin de la télévision communautaire de la Matapédia nous explique maintenant pourquoi le projet d'agrandissement du camping de Val-Brillant soulève beaucoup de questions. Le 28 mars dernier, la municipalité de Val-Brillant a convoqué ses citoyens à une séance d'information et de discussion concernant le projet de la phase 3 de son terrain de camping. Ce projet ne fait pas l'unanimité de tous. Certains sont pour, certains sont contre, certains sont mitigés. Mais j'ai rencontré quelques citoyens qui nous expliquent leur argumentaire. Mais tout d'abord, voici les grandes lignes de la phase 3 d'aménagement du terrain de camping de Val-Brillant qui ont été présentées aux citoyens. Alors, la présentation du plan de projet, dans le fond, quand on fait le compte de tout, on a travaillé sur plusieurs différentes situations, comme M. Couture expliquait. Au début, il y avait des terrains de camping qui rentraient de ce côté-ci, fait qu'il fallait couper des arbres, ce qu'on ne voulait pas, fait qu'on a modifié ça. On a eu des différents scénarios avec 28 terrains, avec 20 terrains, avec peu importe. Puis, c'est le scénario qu'on a retenu au final. On a également essayé d'ajouter des éléments dans le projet qui étaient appréciables selon les demandes qu'on reçoit aussi, etc., qu'on prend en note régulièrement.
On a ajouté au niveau, on voit juste ici, là, on a ajouté tout près des terrains de jeu. On a ajouté 2 stationnements pour les personnes à mobilité réduite qui veulent accéder aux différents terrains de jeu qui sont juste aux côtés, sans nécessairement aller en voiture dans le parc au travers des enfants. Alors, les gens vont pouvoir accéder par la rue des Cèdres, aller stationner là-bas pour aller avec les enfants au parc, quoi que ce soit. Ensuite, on a ajouté un stationnement qui est situé ici. Ça, c'est le bloc sanitaire qui est présentement sur la rue des Cèdres. Actuellement, c'est un désastre là, de niveau ici. Là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entrée du chemin qui est là, on va faire mettre ça propre. On va faire des stationnements pour les gens qui ne sont pas du village, qui veulent venir se stationner puis aller marcher. Ils vont avoir accès aux toilettes, au jardin communautaire qui est juste à côté. À partir de là, ils vont pouvoir prendre le sentier éclairé qui va faire tout l'ensemble du parc jusqu'à l'autre bout complètement. Alors, ça, c'est un stationnement qu'on va faire à cet endroit-là. On va passer au coût projeté du projet. Alors, pour ce qui est des travaux d'aqueduc et coûts et l'aménagement du site, l'estimation de coût qui a été réalisée est à 575 091,35 $. Les travaux électriques sont estimés à 165 000 $. L'achat d'équipements, table, feu et autres, 29 250 $. La construction d'un bâtiment électrique, 50 000 $. Les imprévus, 40 000 $, pour un total de 860 308,42 $. Il faut noter que dans l'ensemble des projets d'investissement du camping, la municipalité paye les taxes, mais récupère les 2 taxes. Alors, c'est 860 308 $ avant taxe, puis les 2 taxes sont récupérées par la municipalité à la réclamation trimestrielle. Le financement, dans les scénarios, il faut considérer certaines choses. On a augmenté les dépenses d'opération de 2 à 3 % par année durant les 10 années des 3 scénarios qu'on vous présente. Je suis en compagnie d'un citoyen de Valbriand, Steve Collin. Bonjour, M. Collin. Bonjour. On se voit aujourd'hui parce que vous voulez nous parler un peu de l'histoire du camping de Valbriand. Bien sûr. Moi, j'étais résident juste derrière la marina. Et puis, je travaillais à l'école de voile. Et en fait, les premiers résidents, c'était tous des anciens de Valbriand qui venaient trouver le chum Thibert, M. Lévesque, à la marina et qu'ils acceptaient de se camper tout autour de la marina puis sur le bord de l'eau. L'été, tu avais le Festival des Foins. Fait que c'est vraiment tous des vieux de Valbriand. C'est vraiment comme ça le début du camping. Et ça a commencé en quelle année, le camping? Ouf, tu m'en poses une bonne. Écoutez, ça fait 40 ans. C'est 40 ans de ça. Une quarantaine d'années. Oui. Et c'était quoi la mission du camping dans ces années-là? C'est vraiment rapprocher les vieux du village. Okay. C'était vraiment pour ça. Ensuite, tu avais les gens de Matane qui venaient pour la pêche le printemps, qui emmenaient le chaloupe puis le roulotte. Puis ils repartaient dans la semaine à Matane, puis qui revenaient le week-end. Puis M. Lévesque surveillait leurs affaires. Puis à chaque fois que M. Lévesque il récoltait quelques sous, quoi que ce soit, il réinvestissait soit en voyage de terre ou en fil électrique. Ou c'était tout ce qui gagnait, le réinvestissait sur la marina. Ensuite, ils ont décidé de faire une genre de corporation, un comité de la marina, qui était un peu comme la corporation Amkoui. Okay. Et que le comité s'occupait du développement. Puis finalement, le comité a été déçu. Dissous, excusez. Oui, et le camping a évolué avec les années. Oui, ça a évolué beaucoup. Écoute, on parle qu'il n'y avait aucun service. Il y avait les toilettes dans le dessous de la marina. Après ça, je sais qu'ils ont mis l'électricité. Après ça, ils ont mis l'égout. Ils ont planté des haies. Ils ont fait des très beaux campings. Ils ont fait du beau travail. C'était un beau petit camping qu'on avait. La phase 1, là, c'est délicieux comme endroit. Personnellement, moi, quand je descendais avec ma roulotte ou mon motorisé, je me parquais un petit 2 semaines au camping à Valbriand. Ensuite, je m'en allais dans la cour chez ma mère. Fait que c'était les gens natifs de Valbriand qui se servaient de la phase 1 du camping. Donc, vous étiez en accord avec la phase 1 et là, on est rendu à la phase 3. Est-ce que ça complique les choses un peu? Oui, la phase 3, ça complique les choses. Dans tout ça, moi, je suis comme mitigé entre les deux. Qu'est-ce que j'aime, c'est que finalement, ils font attention à notre forêt, mais ils ont peut-être été un petit peu trop loin. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites qu'ils sont allés trop loin? Je trouve peut-être qu'ils n'ont coupé un petit peu trop. Au niveau de la coupe des arbres? Pour la coupe des arbres. C'est mon avis à moi. Ça avait vraiment besoin d'un ménage ici. Ça, je suis d'accord aux travaux à 100 %. C'est juste que c'était peut-être un petit peu trop. Mais c'était mon avis personnel. Okay. Les projets de la phase 1 et de la phase 2,
Ils les ont faites, ils les ont gardées, ils les ont entretenues. Est-ce que vous croyez que la nouvelle phase va comme un peu pénaliser les citoyens de Valbriand? Oui et non. Je suis vraiment mitigé entre les deux. Je trouve que le dessin, le projet, puis tout qui avance, c'est très joli, c'est très beau. Peut-être être moins luxueux un petit peu. Vu les gens qui aiment la nature ici, et ainsi de suite, peuvent faire de quoi de beau, être moins luxueux un petit peu, de quoi de plus simple, pour que des gens plus simples, des gens de notre genre à Valbriand. C'est dans le fond réadapter peut-être le projet, mais d'une façon peut-être mieux adaptée avec l'environnement et le parc ici. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens ici qui ont plein de belles idées. Sérieusement, là, si tout le monde s'écoute, si personne ne se chicane, si tout le monde prend le temps de se parler, d'avoir un bon café, quelque chose, et surtout, notre conseil municipal qui nous en parle avant d'agir. Qui sont ces citoyens, ces payeurs de taxes, les gens qui ont voté pour les mettre sur le siège. Juste nous demander notre avis avant d'investir si loin, de faire des dépenses et ainsi de suite. Ça va juste être bien. Il y a beaucoup de gens, même moi, là, je suis un petit peu choqué de la coupe de bois. Mais par contre, il fallait vraiment ici que ça soit nettoyé. À mon avis, à moi, il fallait vraiment que ça soit nettoyé. C'était bien nettoyé, c'était peut-être un petit peu trop nettoyé. Mais par contre, à la place de planter un petit arbre de 3 pieds, on en plantera un de 6 pieds qui coûte moins d'entretien et qui va pousser plus vite. On va peut-être réussir à faire quelque chose de beau. Ça, j'en doute pas, parce que quand même, la municipalité, nos dirigeants, ils ont à cœur de faire quelque chose de beau dans le village. C'est juste que faut juste qu'ils nous demandent notre avis. Le maire de Valbriand, Jacques Pelletier, n'a pas voulu ajouter de commentaires suite à la consultation publique. La municipalité invite ses citoyens à s'impliquer dans le comité de développement et à assister aux séances du conseil pour être à l'affût du développement du projet. Vous pouvez également suivre le groupe de citoyens par l'entremise de la page Facebook Participation citoyenne de Valbriand. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable nous fait maintenant visiter la Maison des jeunes L'Express à Plessisville, une maison des jeunes qui vient d'investir 50 000 $ pour agrandir son bistrot. Ici, on est à l'accueil, c'est l'accueil des jeunes. Donc, on retrouve dans ce local-là la salle de billard, qui est très populaire auprès des jeunes. Puis, on a un petit comptoir ici de détente. Ici, on retrouve les jeunes du mois, au niveau du mur qui est là. On a des œuvres d'art aussi des jeunes. Donc, c'est ici que les jeunes accrochent leur manteau. Puis, comme vous voyez ici, il y a 2 valeurs qui sont importantes dans la maison de jeunes, c'est le respect et l'accueil. Donc, vous pouvez les voir. C'est très important pour la maison de jeunes d'avoir ces 2 valeurs-là. Donc, les jeunes rentrent ici. Ici, on retrouve des petites bibliothèques, des petites armoires avec des œuvres, différentes œuvres d'art des jeunes, lors d'ateliers, différents ateliers d'art. Donc, ici, on peut aller vers la salle de jeu vidéo, avec des fauteuils, des fauteuils séparés. Donc, on retrouve des jeux vidéo sans violence, c'est bien entendu. Toutes sortes de jeux, là, Guitar Hero, la Wii, quelques consoles qu'on a. On a aussi des petits claviers musicaux. Les jeunes aiment bien ça, jouer du clavier musical. Puis ici, on a un train aussi là, qui a été fait par les jeunes, réalisé en collaboration avec M. Daniel Martineau, qui est artiste céramiste. C'est une dizaine de jeunes qui ont fait des trains. Ils ont fait chacun leur wagon. Donc, c'était dans le cadre, ça, du 30e anniversaire de la Maison des jeunes. Donc, c'est vraiment... On a des petits ukulélés aussi, où les jeunes peuvent jouer. Puis à l'extérieur, on peut trouver un aire de détente, où il y a un feu de foyer extérieur, avec des bancs. Donc, on peut faire animation musicale, super hot dog. On a une plaque chauffante. Donc, c'est vraiment convivial. Les jeunes aiment beaucoup ça, par rapport à ça. Donc, si on s'en vient ici, on peut aller vers...
Là, c'est le corridor. Nous autres, on l'appelle la ruelle. Donc, c'est un grand corridor. Donc, vous voyez ici, la Maison des jeunes, c'est un organisme en promotion et prévention de la santé auprès des jeunes. Donc, c'est de l'information relative à tout ce qui est les thématiques, les thématiques qui touchent les jeunes, l'info, la toxico, la tabagisme, prévention du TSS, l'infosexualité. Donc ça, c'est un volet majeur de la Maison de jeunes. On a des guitares aussi. Les jeunes aiment bien jouer de la guitare. Ça, c'est le fun aussi. On a, si on passe ici, là, on rentre dans la salle de le bistrot, Jeunesse L'Expresso, que ça s'appelle. Donc, c'est ici qu'on accueille les jeunes 5 midis semaine, 5 soirs semaine. Il y a un dîner spaghetti le mercredi midi. Donc, ici, on retrouve aussi plus d'une centaine de jeux de société. Donc, il y en a pour tous les goûts, puis classés selon des thèmes différents. On a aussi 2 ordinateurs pour l'aide aux devoirs et de la recherche sur Internet. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et là, on a monté notre salle en fonction du lancement du bistrot, de l'agrandissement du projet de l'agrandissement du bistrot jeunesse. Alors, on entre dans le bureau de l'équipe d'animation. Donc, c'est ici, c'est le quartier général, le bureau à Manon, le bureau aux autres animateurs. Donc, c'est ici qu'il y a les rencontres d'équipe, il y a les préparations d'activités, d'ateliers avec les jeunes. Donc, alors, à la Maison de jeunes, il y a un casse-croûte. Donc, c'est ici qu'on fait des ateliers de cuisine collective avec les jeunes. C'est ici qu'on vend des produits santé. Les produits santé sont vendus à prix coûtant. Donc là, c'est ici qu'on retrouve poêle, frigidaire, un beau comptoir pour faire des ateliers de cuisine avec les jeunes. Donc, c'est leur petit casse-croûte. Puis les jeunes, ils ont accès là, pour développer leurs compétences culinaires. Là. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Là. Alors, on descend au sous-sol. Le sous-sol, c'est quand même des pièces très populaires auprès des jeunes. Donc, on retrouve la salle de jeux de table. Donc, air hockey, ping-pong, Mississippi, hockey sur table, baby-foot. Je vais vous allumer la lumière, on va voir un peu mieux. Un petit jeu de basket intérieur. Puis baby-foot, un jeu de soccer sur table. Par la suite, on retrouve un bel atelier d'art plastique. Ça, c'est un endroit aussi très populaire à la Maison de jeunes, où est-ce que les jeunes peuvent faire toutes sortes d'activités en art plastique, que ce soit de la peinture, de la gouache, de l'émail sur cuivre, du Mod Podge. On est quand même assez complet. On a beaucoup d'équipements et de matériel. C'est quand même un endroit où les jeunes apprécient beaucoup cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis on retrouve un sac d'entraînement avec un petit punching bag pour le défoulement des jeunes. Donc ça aussi, c'est apprécié des jeunes. Là, nous sommes sur le terrain du garage. Ce terrain de garage-là, il sert de jeu de basketball. Donc c'est un grand terrain de basketball. Puis à l'arrière de la Maison de jeunes, on a un jeu de volleyball. Donc c'est 2 terrains sportifs. Directement, les jeunes ont la chance d'avoir 2 terrains sportifs directement sur leur terrain. Donc, c'est vraiment le fun, ça. Donc, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, on peut s'amuser directement sur le terrain de la Maison des jeunes. Alors, ici, on retrouve... c'est l'atelier 12-18, comme vous pouvez le voir. C'est un atelier de céramique, de poterie, de petite mécanique et de... oui, c'est ça. Petite mécanique, céramique, poterie. Donc, vous pouvez voir, il y a des pièces là, que les jeunes ont réalisées là, qui restent à faire cuire à l'arrière de ça. Il y a de la réparation ici, des fois, de vélos. On peut faire de la construction de décors pour des activités comme l'Halloween. Donc, ça se fait tout ici. Là. Il y a tous les équipements nécessaires. Là. Bien entendu, c'est tout le temps sous la supervision, soit d'un ébéniste bénévole ou d'un intervenant pour la sécurité des lieux. Donc, c'est vraiment une belle salle, ça. Ici, c'est une salle multifonctionnelle. C'est une salle qui se convertit en salle de cinéma. 24 vrais sièges de cinéma, plus une vingtaine d'autres bancs. Donc, c'est ici qu'on fait les soirées vidéo, les soirées cinéma. Machine à popcorn, machine à barbe à papa. Puis cette salle-là, elle se convertit aussi en salle de rencontre pour environ 25 personnes. Donc, c'est vraiment une salle pratique. Puis on trouve aussi un atelier musical avec tous les équipements nécessaires pour jouer de la musique en groupe.
Donc, c'est vraiment une salle appréciée des jeunes. Donc, projection environ un vendredi sur 2 à 3, qui a une soirée cinéma avec les gens. Voilà. Ça fait le tour. Mesdames et messieurs, chers invités et représentants de nos élus fédérales, provinciales et municipales, de nos principaux partenaires financiers dans la réalisation du projet, des organismes partenaires de la Maison des Jeunes et représentants des médias, c'est au nom des membres du conseil d'administration, de l'équipe d'animation, du comité jeunesse et de tous les jeunes membres de la Maison des Jeunes que je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Votre présence à ce lancement officiel du projet d'agrandissement du bistrot jeunesse L'Expresso est sincèrement appréciée. Nous sommes impatients de vous dévoiler notre nouvel espace chaleureux. Cette extension à notre bistrot nous offre un cadre paisible avec des espaces dédiés à la détente, à la lecture et à la convivialité entre amis. Nos nouvelles installations qui vont enrichir notre expérience à notre Maison des Jeunes contiennent notamment 2 chaises en coin suspendues avec lampe murale pour la lecture, 2 nouvelles bibliothèques éducatives incluant plusieurs collections de livres, dont la collection complète des livres tabous qui traitent de différents sujets qui nous préoccupent comme adolescents et adolescentes, un coin casse-tête pour relaxer, ainsi que 3 nouveaux potagers pour cultiver nos propres légumes et fines herbes dans notre Maison des Jeunes. Ce projet vise de plus à permettre d'accueillir davantage de jeunes offrant des opportunités telles qu'un dîner gratuit le mercredi midi, de participer à des soupers où nous cuisinons ensemble le repas en compagnie d'un invité conférencier et ainsi développer nos compétences culinaires, à nous aider dans nos devoirs et leçons et de participer à des activités collectives. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de grandir, de s'épanouir dans ce nouvel espace qui est rapidement devenu l'un de nos endroits les plus appréciés de notre nouvelle Maison des Jeunes. Sans plus tarder, je vous invite à vous préparer pour l'ouverture du rideau qui dévoilera officiellement le bistrot jeunesse L'Expresso. Êtes-vous prêts? Oui! Roulement de tambour! 5, 4, 3, 2, 1... Ghislain Vachon de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays rencontre Jacinthe Veilleux, porte-parole du projet LUZ, qui vise à mettre en lumière la magnifique église de Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles. Bonjour, Ghislain Vachon, ici en compagnie de Mme Jacinthe Veilleux. Bonjour, Mme Veilleux, ça va bien? Très bien, M. Vachon. Merci d'être ici avec nous. Hey, vous venez nous parler, on va le dire comme il faut, du projet LUZ. Le projet LUZ, oui, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà presque 5 ans. Alors, LUZ, c'est une légende, en fait, nouvelle. C'est une héritière basque dont l'histoire va être dévoilée en 2026. On espère bien, OK, donc au niveau de l'Église. Ça, c'est un projet sur plusieurs années, je pense que... De toute façon, ça va dans le cadre de j'allais dire la redynamisation, mais dans le cadre pour soutenir ici l'Église. Oui, en fait, c'est ça. Au fond, LUZ a ce projet-là, il y a deux objectifs principaux. En fait, c'est pour amener de l'argent neuf dans le bas du fleuve. On espère que les gens vont venir voir le spectacle qui va être présenté à l'Église. On espère que ces gens-là vont manger, vont rester pour le spectacle, vont coucher également. Donc, ça va être de l'argent neuf qui va rentrer dans le Bas-Saint-Laurent. Et l'argent, en fait, aussi va servir à s'occuper de l'Église, s'occuper de l'entretien, du chauffage et tout ça. Mais au fond, notre premier but, en fait, c'est d'amener de l'argent neuf pour un projet touristique pour le Bas-Saint-Laurent. Donc, finalement, remplacer ce que le Cabot Théâtre amenait au cours des années. C'est ça. Ça prend un produit touristique, un appel touristique qui est intéressant. Là, vous avez eu un partenaire majeur, c'est surtout ça, c'est très bien. Donc, vous aviez déjà, c'est la Caisse des Jardins, et puis ici, ils donnaient déjà 300 000 $, puis ils vous en ont rajouté un 50 000 $. Absolument. Le Grand Fonds du Mouvement des Jardins nous a donné la semaine passée, on l'a officialisé la semaine passée, nous a donné 300 000 $.
Et la Caisse des Basques a rajouté un 50 000 $. C'est le fonds d'aide au milieu, le développement du milieu. Alors, qu'ils ont rajouté ça. Alors là, un partenaire majeur, 350 000 pour notre projet. Là, ici, qui travaille avec nous aussi. Là. Vous parlez là, de l'histoire. Oui. C'est une histoire originale. C'est qui est-ce une histoire originale. Qui est-ce qui vous a proposé ça, cette histoire? En fait, je ne peux pas dévoiler ça parce qu'il reste faut qu'il y ait quand même des secrets. C'est ça. Sans nommer de nom. Sans nommer de nom, c'est quelqu'un de la région. Okay. Qui s'est basé sur de l'histoire, sur du vécu, pour faire quelque chose, une histoire originale, fantastique, que les gens vont pouvoir apprécier en 2026. Okay. Donc, sans vendre le punch, là, la danse, du chant, des effets pyrotechniques, voilà. des extraterrestres. Ah, tout est permis. Non, les extraterrestres, peut-être pas, là. Mais oui, c'est un projet multimédia. Entre autres, il y a une firme de Montréal qui travaille présentement sur la pré-production pour voir qu'est-ce qui est nécessaire au point de vue électrique, au point de vue, toutes sortes, je ne connais pas les technicalités. Mais comme notre église, c'est une église qui est classée, alors, il ne faut pas altérer le bâtiment. On ne rentre pas le 550 dans le bâtisse. Bien, on fait en sorte de garder notre Église intacte. Alors, il n'y aura pas rien qui va être brisé. Ça va être des choses qui vont être attachées, ce qui fait que le culte religieux va pouvoir quand même s'exercer. Sans, encore une fois, vendre le punch, on parle de plusieurs comédiens, comédiennes? Il n'y aura pas de comédiens, parce que c'est un spectacle multimédia. Okay, donc, alors, ça va être un technicien ou des techniciens, ce qui fait qu'on ne sera pas à la merci de comédiens, parce que ça va être déjà, tout va être fait. Alors, on met le courant quelque part, c'est une façon simple de le dire. Lorsque vous m'en parlez de « je ne vendrai pas le punch », lorsque vous m'en parlez comme ça me fait penser à un projet qui est dans la région. Il y a des noms dans ma tête qui apparaissent, mais on n'en parlera pas. On va garder le punch. OK, donc c'est ce genre de projet-là. Est-ce qu'on peut penser, c'est quoi, des lunettes multimédia ou ça va être en direct? Ça va possiblement en direct, mais c'est ça. Comme quelqu'un qui aurait vu le spectacle Aura à la Basilique à Montréal. Alors, le spectacle Aura, c'est de la musique avec des jeux de lumière, mais nous, en plus, on aura une histoire à raconter. Ah, c'est très intéressant. Oui, ça va être assez attractif. Avec tous ces sous-là, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'argent. Non, c'est une blague. Vous avez encore besoin de donateurs. On a encore besoin de donateurs. Alors, on invite les gens. Les gens peuvent le faire à titre personnel lorsqu'ils vont sur le site www.projetéglise. Vous allez écrire ça. On va écrire ça quelque part. Ils peuvent faire un don. Et nous, notre comité, c'est sûr que depuis le mois d'octobre, on visite nos entreprises qui ont une belle réceptivité vraiment pour ce projet-là. C'est important l'Église ici. Pas seulement au niveau... C'est notre tour Eiffel. Ben, c'est ça, pas seulement au niveau caractère religieux, qui est très important, parce qu'il ne faut pas le nier. Le système de diffusion de la messe tombe en panne pendant le temps des fêtes. On l'a su assez rapidement. Hein. C'est un de nos... en restant bon québécois, c'est un de nos best-of, la messe. Donc, c'est encore très important au niveau de lieu de culte, mais comme on discutait tout à l'heure, la quête n'est plus ce qu'elle était. Non, puis la dîme non plus, la capitation, les gens ne le passent pas encore. Donc, si on veut garder ce monument-là, c'est un monument. D'ailleurs, c'est classé. C'est un monument qui est classé. C'est classé. Alors, donc, si on veut le garder, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des sous qui soient injectés dedans. Il faut se relever les manches et travailler pour faire en sorte que ça fonctionne. Et on y croit. Fait que je suis un peu... La télévision va vous suivre là-dedans. On est d'accord, parce que ce qui est bon pour Trois Pistoles est bon pour nous autres. Et bon pour tous, c'est ça. Puis est bon pour la MRC aussi. On parle tout souvent de Trois Pistoles. Parce que qui dit qu'un jour, tu sais, ça c'est un projet majeur, mais il peut découler d'autres projets de ce projet-là. D'ailleurs, on discutait avec M. Alain Panton, qui est venu s'établir ici dans le coin, c'est les diffusions 3P. Il disait, c'est une cathédrale, c'est un monument. Puis, donc, ici, dans la région, si on s'attend toujours à avoir une usine de planches, comme on disait, peut-être qu'il y a d'autres choses qui c'est plus propice. Nous, on y croit beaucoup. Depuis 5 ans, on travaille vraiment très fort là-dessus, puis on va voir... à l'aboutissement de ça en 2026. En 2026, donc
Les gens vont dire, c'est loin. Non, c'est... non, c'est demain matin. C'est dans 1 an et demi, si on regarde ça comme il faut. Absolument. Ouais. Moi, une année commencée, c'est une année finie pour moi. Donc, 2024 est déjà passablement avancé. Donc, c'est dans à peine 20 mois. Oui, dans absolument, 20 mois. aux alentours de ça. Et puis, donc, on va vous réinviter au moment où il y aura du développement. Oui, ça va nous faire plaisir de vous entretenir. Si jamais on peut aider, participer, n'hésitez pas. La télévision communautaire est là pour ça également. Un gros merci. Un mot de la fin? Bien, un mot de la fin, on dit aux gens, soyez aussi, comment je pourrais dire ça, soyez aussi optimistes, enflammés que notre comité l'est. Alors, si vous voulez donner des sous, faites-le. C'est des argents qui peuvent, on peut avoir un reçu de charité. Je voulais dire tout à l'heure, reçu de charité pour fin d'impôt. Pour fin d'impôt. Alors, puis, parlez-en, soyez des ambassadeurs, parce que plus il y aura de monde qui seront allumés sur le projet, bien, plus on sera heureux et tout le monde va en bénéficier. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, là, connaissant la nature humaine, ils ont dit, mon Dieu Seigneur, 350 000 ça on verra dur. Aujourd'hui, 350 000 c'est pas grand-chose pour... Pour des projets de cette envergure-là, non. C'est pas grand-chose. Je dis souvent, ça paye l'essence et puis le lunch, puis parfois, il n'en reste pas. Merci beaucoup, Mme Veilleux. Merci beaucoup, M. Vachon. Le sculpteur charlevoisien Jean-François Lettre accueille dans son atelier des éboulements Lydia Duchesne de TVCO pour lui parler de son exposition, présentement à l'affiche, au Musée des métiers d'art du Québec. Dans l'atelier des éboulements de Jean-François Lettre, les projets d'ébénisterie côtoient les œuvres d'art de l'artiste qui expose pour une première fois dans un musée avec une exposition solo sous le thème « État transitoire ». Ça fait 10 ans que je fais de l'ébénisterie, puis tu sais, moi je me considère pas vraiment comme un ébéniste. Je regarde des ébénistes, j'utilise des techniques d'ébénisterie pour créer des choses, dont des choses utilitaires, mais le côté artistique. Fait que le déclic s'est fait à peu près 3 ans après avoir commencé l'ébénisterie, les petites pièces dans les salons, tout ça. Avec les tableaux. J'avais une période creuse en hiver, puis je me suis mis à pousser un peu plus l'idée des tableaux, puis comment je pourrais les présenter. Le processus de création du sculpteur démarre dès la première approche avec la matière. Premièrement, le bois brut, ça peut m'orienter pour dire « Ah, cette pièce-là est intéressante, je pourrais aller vers telle chose avec. » Donc, la matière, en partant. Le bois assez dégradé. Ou même mes meubles, mes créations de meubles, tout ça, c'est souvent la forme de la planche ou l'armoire que tu as vu aussi. Ou c'est ça qui inspire. C'est ça, oui, exact. Je pars de ça, puis je brode avec ça. Fait que c'est souvent cette méthode-là. Il y a de la technique de plus en plus. J'ai découvert une manière de travailler qui m'amène un motif plus qu'un autre. Mais je dirais qu'il y a une part de hasard, c'est sûr, dans la création. Mais quand je découvre un personnage, parce qu'il y en a, là, oui, on les voit d'ailleurs. On les voit, là. Quand je prends le morceau, il arrive là. Ah, puis là, c'est là que ton c'est là petit mon dessin, personnage. là, Puis tu sais, si je n'avais 4... Là, tu crées un personnage ou un genre de papillon, une étoile. Ces personnages et formes découvertes dans le bois sont souvent créés grâce à ce que l'artiste appelle la microgravure. En fait, c'est d'utiliser justement les champignons, les traces des champignons dans le bois qui se sont développés. C'est pour ça que ça me prend du bois atteint. Il y a les champignons, il y a les fissures, il y a les nœuds, tout ça. Mais les champignons font des traits noirs comme du crayon, en fait. Puis en jouant avec ces traits-là, puis en les assemblant, j'invente des personnages. Fait que de là est venue l'idée de la microgravure. C'est pas de la gravure comme de la pyrogravure, mais c'est quand même d'utiliser ce que les champignons ont tracé pour assembler puis créer des histoires, des personnages. La démarche de Jean-François Lettre va au-delà de la création d'un bel objet.
Son contact avec la nature et l'environnement, d'où il tire sa matière première, l'amène à se questionner sur l'évolution du monde qui nous entoure. Cette fameuse exposition donc au Musée des métiers d'art du Québec a comme thème « État transitoire ». C'est quoi l'état transitoire que tu constates, que tu démontres? Bien, en fait, c'est multiples niveaux. C'est moi en tant que personne, dans mon évolution personnelle. Après ça, dans l'évolution, on les voit, les changements, ça va vite. Puis c'est dans le passé aussi, l'histoire. Exemple, j'ai une pièce que j'appelle Carbonifère, qui est une pièce qui a été... Ce que je voulais faire, c'est imager l'époque du Carbonifère, ce qui est très significatif par rapport à mon travail. Parce que le Carbonifère, c'est une époque de l'évolution il y a 300-400 millions d'années, je ne me rappelle pas exactement, où c'est une période où il y avait beaucoup d'oxygène, il y avait beaucoup de forêts, pas d'humains. Mais cette période-là était exceptionnelle parce que le bois de la forêt pourrissait pas. Le bois, il pourrissait pas. Fait que c'est un état que nous, on prend pour acquis, c'est-à-dire tu mets du bois dehors, il pourrit. Mais à cette époque-là, c'était pas le cas parce que les champignons n'avaient pas la capacité de digérer le bois. Fait que... puis, moi, je travaille avec le bois pourri, autrement dit. Fait qu'il est arrivé une période, le Carbonifère, pourquoi ils appellent ça le Carbonifère? C'est c'est là qu'il y a eu du charbon. Fait que le bois, au lieu de pourrir, il s'empilait, puis il devenait du charbon avec les milliers d'années. Puis cette période-là a arrêté quand le champignon a trouvé la manière de digérer le bois, de s'en servir comme nourriture. Est-ce que dans ta forêt ici, tu vois une transition aussi? Tu vois une évolution? Bien, dans la forêt, je vois qu'elle est de plus en plus maganée. Les arbres, les bouleaux ont de la difficulté. D'ailleurs, dans l'exposition, on a travaillé avec un ingénieur forestier. C'est quoi son apport à l'exposition? Bien, en fait, il amène sa vision de spécialiste dans le catalogue, parce qu'il va y avoir un catalogue d'exposition, de l'exposition qui va sortir le 25 mai. Donc, on a un texte, on parle, le discours, la discussion qu'on a eue avec, il se retrouve dans le catalogue. Fait qu'on a mixé, c'est pour ça aussi de la forêt à l'œuvre d'art, qu'on a mixé vraiment le discours, l'environnement, l'état de la forêt, où on en est, et l'exposition. Jean-François Lettre vit aussi une transition dans sa carrière grâce à cette exposition, ce qui lui laisse entrevoir la possibilité d'allouer plus de temps à la création artistique dans sa vie. Au niveau de ses œuvres aussi, une transition est visible, passant du tableau 2D à l'œuvre monumentale. Qu'est-ce que tu souhaites que les gens aient comme réflexion quand ils visitent l'exposition? Bien, c'est sûr. Justement, la réflexion sur, on le dit même dans le texte, l'impermanence des choses, c'est que tout change. Nous, comme personnes, l'évolution de la Terre, puis même dans l'idée de le Carbonifère, je reviens au Carbonifère, qui est une période où le bois pourrissait pas parce qu'il n'y avait pas d'organisme qui était capable de le digérer. Mais on peut faire une transition aujourd'hui puis dire le plastique, la quantité de plastique qu'il y a, c'est effroyable. Mais un jour, ça va sûrement devenir une source de nourriture pour un organisme quelconque. Ça s'est fait, ça va se faire, c'est comme ça. Fait que notre vision en tant qu'humain, si les gens peuvent comprendre que tout change, puis il faut être proactif là-dedans, mais que... Y a-t-il comme une acceptation à aller chercher? Ou... Bien, sans être une acceptation ou une renonciation à passer à l'action, c'est qu'anyway, ça va se faire. Sauf que, est-ce que ça va se faire nous autres ou sans nous autres? Parce que la Terre, elle va continuer à évoluer. L'exposition État transitoire est présentée au Musée des métiers d'art du Québec jusqu'au 4 août 2024. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.